Il était 3h14 du matin, et tandis que je marchais seul dans le long couloir du 6e étage de l'hôpital Sainte-Marguerite, j'entendis cet écho étrange, le bruit de mes propres pas contre le sol en pierre, comme si quelqu'un d'autre marchait derrière moi. Je me retournai. Personne. Seulement la lumière blafarde, les murs jaunes et, au loin, le bip régulier des moniteurs. Mais cette sensation ne voulait pas partir. Je m'appelle Isabelle Renard. J'ai 31 ans. Je suis infirmière depuis 4 ans dans ce grand hôpital au cœur de Marseille, au service de cardiologie. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai traversé bien des nuits difficiles. J'ai dit au revoir à bien des patients. J'ai terminé bien des gardes épuisées, le moral en miettes, mais toujours debout. Seulement cette nuit, pour la première fois, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Pas de façon instinctive seulement. Une sensation concrète, viscérale, qui s'insinuait jusque dans les os. Et la source de cette sensation se trouvait dans la chambre 614. À cette heure-là, Marseille dort. Les lumières du vieux port s'éteignent, les pêcheurs ne sont pas encore en mer, les brasseries ont depuis longtemps fermé leurs volets. Mais les hôpitaux, eux, ne dorment pas. Surtout pas le service de cardiologie. Parce que le cœur s'arrête le plus souvent la nuit. Cette nuit-là, j'étais seule, absolument seule. Ma collègue Nathalie Brun avait fait un malaise à 17h, épuisée par la surcharge de travail accumulée depuis la garde du matin, et avait quitté les lieux en ambulance. Sa glycémie était tombée trop bas, sans doute la fatigue aussi. La direction de l'hôpital n'avait envoyé aucun remplaçant. J'allais gérer la nuit seule, 8 patients, 100 personnes. En France, le ratio infirmière par patient dépasse la moyenne européenne. Depuis la pandémie, 40% des soignants déclarent souffrir d'épuisement professionnel. Je connais ces chiffres parce que je les vis. Je les connais parce qu'à la fin de chaque garde, mes mains tremblent, et quand je me regarde dans le miroir, les yeux de la femme que j'y vois semblent n'avoir jamais dormi. Mais cette nuit était différente. Parce que le patient de la 614 m'attendait. Monsieur Gaston Leblanc, 71 ans, ancien ingénieur des chemins de fer. 10 jours plus tôt, il avait subi un double pontage coronarien. Je connaissais son dossier par cœur, groupe sanguin des négatifs, allergie au latex, légère intolérance à l'un de ses antihypertenseurs. Sa convalescence suivait un cours standard, jusqu'à ce que cette nuit change tout. En m'approchant de la chambre 614, je vis que la porte était entrebâillée. Un son m'en parvint. Sourd, étouffé, brisé. Quelque chose entre les sanglots et le gémissement. Je poussai doucement la porte. Monsieur Leblanc ? L'homme était assis dans son lit, les genoux ramenés contre la poitrine, le visage enfoui dans les mains. Le moniteur fonctionnait normalement, pouls à 78, saturation en oxygène à 96%. Physiologie normale. Mais ce son. Monsieur Leblanc, que se passe-t-il ? Il abaissa les mains. Son regard n'était pas sur moi, il semblait fixé sur un point très lointain, peut-être quelque chose d'enfoui depuis des années. Isabelle, dit-il. Je reconnus sa voix. Cette voix ne venait pas seulement d'une douleur physique, elle venait d'un tout autre endroit. C'était un rêve, n'est-ce pas ? Dites-moi que c'était un rêve. Quel rêve, monsieur ? Je m'assis à ses côtés. La nuit dernière. Le docteur Vidal est venu. En pleine nuit. Il a changé la perf. J'ai voulu lui parler mais, ma bouche ne s'ouvrait pas. Il est parti. Et ensuite j'ai ressenti quelque chose. Près de moi, en moi. Comme si... Il s'arrêta. Comme si quoi ? Mes yeux vérifièrent le moniteur. Je consultai les données enregistrées, les relevés horaires affichés à l'écran. Et je m'immobilisai. À 1h20 du matin, une courte anomalie du rythme. 40 secondes seulement. Mais bien là. Consigné. Et juste avant, aucune note de changement de perfusion. Pas la moindre trace. Le docteur Étienne Vidal, médecin senior du service de cardiologie. 19 ans d'expérience. Prestigieux. Respecté. Bras droit du directeur de l'hôpital. Quelle perf aviez-vous, monsieur Leblanc ? Normalement, l'étiquette jaune. Mais cette nuit-là, c'était différent. La couleur était la même mais, c'était différent. Je courus au poste infirmier. J'ouvris les registres des perfusions.
Mouvement du service entre 1h et 2h du matin. Rien. Aucune note signée par le docteur Vidal. Aucune trace de changement de perfusion. Pourtant le patient dit avoir vu quelque chose. Et le moniteur affiche une anomalie du rythme. Ces deux faits ne peuvent pas coexister. L'un ment, soit le patient, soit les registres. Je ne vois pas pourquoi un vieil homme fatigué, qui sort d'une opération, inventerait la visite de son propre médecin. Alors ce seraient les registres qui mentent? Je regardais pendant un long moment quelque chose que je n'avais jamais remarqué, un vide dans le système. Une lacune dans les registres. Entre 1h et 2h du matin, 1 heure entière, comme si elle avait été effacée. Effacée. J'entrais dans les archives informatiques. Normalement, les données patients ne sont pas supprimées. On les écrase, on les modifie, mais il reste toujours une trace. Dans tout système hospitalier, la piste d'audit est obligatoire. Quel utilisateur a modifié quoi et quand, tout doit être enregistré. Mais là, il n'y avait rien. Entre 1h et 2h, personne n'avait accédé à cette page. Les données étaient d'une propreté absolue, vierges de tout passage. Ce n'était pas une erreur technique. C'était intentionnel. Mes mains se mirent à trembler. Mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était de colère. Dans le service de cardiologie, 8 patients étaient hospitalisés. Tous avaient subi une opération cardiaque ou une intervention cardiovasculaire grave. Tous étaient vulnérables. Tous étaient venus dans cet établissement, dans cette nuit, en faisant confiance. Madame Fontaine, chambre 611, 58 ans, veuve. Remplacement de valve. Monsieur Rémy, chambre 612, 64 ans, professeur à la retraite. Stent. La jeune femme de la 613, Céline, 34 ans, dont le bébé, né alors qu'elle était en soins intensifs, était encore en néonatologie. Trouble du rythme cardiaque. Et Monsieur Leblanc, chambre 614. Tous sous ma responsabilité. Tous devaient être en sécurité. Mais cette nuit, ils ne l'étaient pas. Je pris une grande inspiration. Fermer le système. Me lever. Et à cet instant précis, exactement à cet instant, je vis une ombre dans le couloir. Lointaine, rapide, silencieuse. Quelqu'un marchait vers la cage d'escalier. Blouse blanche. Personnel hospitalier. Mais qui pouvait se trouver à cet étage, à cette heure? Je courus. J'atteignis la porte de l'escalier. Je la poussai. Vide. Personne. Mais dans l'escalier, sur une marche métallique, quelque chose se trouvait là. Petit, transparent, en plastique. Un adaptateur de perfusion. Par terre. Je me penchai. Je le ramassai. Il était encore humide. Et à cet instant, je compris, cette nuit n'était pas terminée. Je voudrais vous poser une question, avez-vous déjà ressenti qu'une chose n'allait pas, sans pouvoir le prouver? Cette sensation glaciale, qui retourne l'estomac? Écrivez-le dans les commentaires. Car la nuit d'Isadelle ne faisait que commencer. Je revins dans le couloir. Ma main tremblait, l'adaptateur serré dans ma paume. Je ne savais pas encore ce que j'avais entre les mains. Mais sans même le savoir, je savais déjà ceci, il n'était pas là par hasard. Le bip d'un moniteur. Chambre 612. Je courus. Monsieur Rémy dans son lit, pâle, en sueur. Le moniteur, pouls à 48, beaucoup trop bas. Bradycardie. J'appelle le médecin, lancez-je. Mais tandis que ma voix résonnait dans le couloir, je pensais, quel médecin? Le médecin de garde, le docteur Lise Arnaud, était bloqué aux urgences, la nuit précédente, un accident de la route avait envoyé plusieurs blessés critiques, elle était retenue là-bas. Elle m'avait appelé pour la dernière fois à 22h. Il n'y avait pas d'autre médecin dans le service de cardiologie. Et le docteur Vidal. Le docteur Vidal, que faisait-il là à cette heure? Monsieur Rémy, vous m'entendez? Je pris son pouls, 46. Il descend encore. Je préparai l'atropine. La doser. La charger. Il ne fallait pas que mes mains tremblent. Elles ne tremblèrent pas. 5 minutes plus tard, le pouls remonta à 62. Je repris mon souffle. Mais mes pensées restaient fixées sur cet adaptateur transparent que j'avais laissé dans l'escalier. Quelque chose se tramait dans cet hôpital. Et moi, seul, en pleine nuit,
au milieu de 8 patients, j'étais en plein dedans. Si vous ne voulez pas manquer la suite, abonnez-vous maintenant. Car ce qu'Isabelle va découvrir cette nuit ne va pas seulement l'ébranler, c'est tout un système qui va être secoué jusqu'à la racine. Il était 4h30. Le service s'était à nouveau apaisé. Monsieur Rémy était stable. Monsieur Leblanc dormait. Les autres étaient calmes. Je retournai au poste. Poser l'adaptateur sur le bureau. Le fixer comme s'il pouvait parler. Je devais vérifier si cet équipement correspondait aux références du service. Chaque matériel médical possède un numéro de série. Chaque numéro de série est tracé jusqu'à sa source. J'entrai dans le système. Saisis le numéro de série. Un nom apparut à l'écran. Et quand je vis ce nom, ma main se figea. Car cet adaptateur ne figurait pas sur la liste du matériel utilisé dans mon service. Il venait d'un autre service. Il n'y avait qu'un seul service dans cet hôpital qui utilisait ce modèle. Le service d'oncologie. Oncologie. 4e étage. 2 étages plus bas. Pourquoi du matériel d'oncologie dans le couloir de cardiologie? Et pourquoi une ombre en pleine nuit? Je pris le téléphone. J'appelai le docteur Lise Arnaud. La sonnerie retentit longtemps. Oui? Voix épuisée. Lise, c'est Isabelle. Désolée à cette heure-là. Mais il y a quelque chose. Quelque chose d'important. Je suis débordée là. L'accident de la route, 3 patients en état critique. Je sais. Mais écoute. Dans la 614, une perfusion a été administrée sans autorisation. Les registres ont été effacés. Et j'ai trouvé du matériel d'oncologie dans l'escalier. Silence. Lise? On en parle demain. Non. Maintenant. Parce que ce soir, il se passe quelque chose ici. Nouveau silence. Long. Isabelle, dit-elle finalement, en baissant la voix. Fais attention. Le docteur Vidal est très puissant dans cet hôpital. Si tu soupçonnes quelque chose. Oui? N'agis pas seul. Promets-le-moi. Je te le promets. Je raccrochai. J'avais promis. Je n'agirai pas seul. Le problème, c'est qu'en ce moment, je n'avais personne à mes côtés. Il était 6h du matin. Mes épaules portaient un poids que je sentais depuis des heures, et il s'était encore alourdi. La garde touchait à sa fin, mais avant de partir, il me restait une chose à faire. J'entrai dans la chambre 614. Monsieur Leblanc était éveillé, il regardait le port de Marseille par la fenêtre. Les premières lueurs du jour brillaient sur la mer. Bonjour, dis-je. Il se retourna. Dans ses yeux, il y avait la fatigue des nuits sans sommeil, mais aussi quelque chose d'autre. Une détermination. Isabelle, est-ce que tu as cru ce que je t'ai raconté cette nuit? Je m'arrêtai. Je devais dire la vérité. Oui, monsieur. Je vous ai cru. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je sortis l'adaptateur de ma poche. Le lui montrai. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. Une preuve. Peut-être. Je ne sais pas encore. Mais je vais chercher à comprendre. Il me regarda. Longuement. Avec ses yeux d'ingénieur, ses yeux qui mesurent, qui évaluent, qui calculent. Tu es une bonne infirmière, Isabelle. Tu le sais? Ma gorge se noie. Merci, monsieur. Mais être bonne, c'est parfois dangereux. Parce que les bonnes personnes voient aussi ce qu'on voudrait ne pas voir. Oui. Exactement. En fin de garde, je me rendis au vestiaire. Me regarder dans le miroir. Une femme de 31 ans. Fatiguée. Apeurée. Mais avec quelque chose qui brûlait en elle. Un adaptateur dans la poche. Des questions dans la tête. Et devant moi, je ne savais pas combien de nuits de combat. Mais ce que je savais, c'est que ces questions n'allaient pas rester sans réponse. Parce que je suis Isabelle Renard. Et c'est mon hôpital. Et ce sont mes patients. Et personne, absolument personne, ne pouvait leur faire du mal. Pas tant que je respirais. Mardi matin. 10h30, le soleil de Marseille entrait par les toits de l'hôpital, inondant les couloirs d'une lumière jaune. Normalement,
c'est mon heure de sommeil, après une garde de nuit, je rentre chez moi, je tire les rideaux, je ferme le reste du monde dehors. Mais ce matin-là, je n'étais pas rentrée. J'étais assise à la cafétéria. Mon thé avait refroidi. Devant moi, des feuilles imprimées depuis l'ordinateur de l'hôpital, registre des perfusions, mouvement du personnel de nuit, liste de matériel. Et au milieu, dans un sachet en plastique, l'adaptateur de perfusion. Je rejouais mentalement ce qui s'était passé la nuit précédente. L'ombre. L'escalier. L'adaptateur. La voix tremblante de Monsieur Leblanc. Les registres effacés entre 1h et 2h du matin. Et le docteur Vidal. Étienne Vidal. 51 ans, marié, 2 enfants. 19 ans dans cet hôpital. Chef incontesté du service de cardiologie. L'année dernière, il avait reçu la distinction de mérite de l'Académie de médecine d'Aix-en-Provence. Le directeur régional de la santé l'avait présenté comme « le médecin le plus précieux de Marseille ». Je l'avais lu dans les journaux, l'article était aussi affiché dans le hall de l'hôpital. Mais cet adaptateur, ces registres effacés, cette ombre en plein milieu de la nuit. Tout cela ne cadrait pas avec ses éloges. Isadelle. Je me retournai. Jean-Pierre Morel se tenait dans l'encadrement de la porte, 44 ans, technicien médical, 12 ans dans cet hôpital. Ses cheveux étaient en désordre, des cernes violets sous les yeux. Il semblait vouloir dire quelque chose, mais restait debout à hésiter, comme s'il allait reculer, comme s'il avait déjà renoncé à avancer. Jean-Pierre ? Quelque chose ne va pas ? Il s'avança. S'assit silencieusement à côté de moi. Sa voix était basse, presque un murmure. Tu étais de garde la nuit dernière, n'est-ce pas ? Oui. Et tu as remarqué quelque chose au 6e étage ? Je marquai une pause. De quel genre ? Il se pencha vers la table. Isadelle, je veux te parler franchement. Mais d'abord, je dois te demander, est-ce que tu me fais confiance ? C'était une drôle de question. Je connaissais Jean-Pierre depuis des années. Discret, fiable, quelqu'un qui fait son travail. Il ne m'avait jamais parlé de cette façon. Je te fais confiance. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Pierre ? Il sortit un petit bout de papier de sa poche. Un griffonnage, écrit à la main. Il me le tendit. Je lus. Des dates espacées de 3 mois environ. À côté de chaque date, un nom. À côté de chaque nom, un numéro de chambre. 8 noms. 8 dates. Tous de cette année. Qui sont ces personnes ? Des patients, dit-il. Les patients du docteur Vidal. Ceux qui ont eu des complications après l'opération. Mes mains se contractèrent. Combien ? Ceux que j'ai repérés, 8. Mais il n'y a que ceux que j'ai remarqués. Il pourrait y en avoir davantage. Et les complications ? Diverses. Troubles du rythme. Réaction à la perfusion. Arrêt cardiaque inexpliqué. Mais Isadelle. Il posa la main sur la table. Tous entre 3 et 10 jours après l'opération. Et ils ont tous un point commun. Lequel ? La visite nocturne du docteur Vidal. Non déclaré. Sans trace dans les registres. La pièce se mit à tourner pour moi. Comment tu le sais ? Parce qu'en tant que technicien, je fais des vérifications d'équipement la nuit. Au 4e, au 6e, au 3e. Et j'ai vu le docteur Vidal 2 fois. En pleine nuit. En sortant de chambre de patient. Il ne va pas au poste infirmier, n'écrit aucun rapport, il disparaît, c'est tout. Et pourquoi tu n'as rien dit jusqu'à aujourd'hui ? Un long silence. Parce qu'il y a 2 mois, une amie à moi en a parlé. Une infirmière. Du service d'oncologie. Elle a signalé ses doutes sur le docteur Vidal au chef de service. Il s'arrêta. Une semaine plus tard, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Insuffisance professionnelle. Une vieille tactique. Connue de quiconque connaît le système. Quand des questions gênantes surgissent, on salit le dossier de celui qui pose les questions. La façon la plus simple de faire taire les gens. Comment s'appelle ton amie ? Sandrine Petit. Sandrine Petit. Je ne la connaissais pas. Mais j'allais la connaître. Jean-Pierre, tu m'as donné ce papier.
Est-ce que tu réalises ce que ça implique? Tu te mets toi aussi en danger. Je sais. Il se leva. Mais j'ai entendu ce qui s'est passé au 6e étage la nuit dernière. La bradycardie de Monsieur Rémy. Et ce que Monsieur Leblanc a raconté s'est propagé lors de la relève du matin. Il me regarda. Isabelle, toi, tu ne vas pas fermer les yeux. Je te connais depuis des années. Et c'est pour ça que je te dis tout ça. Il partit. Dans ma main, ce bout de papier. Dans ma tête, oui non. Pour ne pas manquer la suite de cette histoire, abonnez-vous maintenant. Car Isabelle n'est plus seule, mais le danger grandit. Il était midi. La garde du soir débutait dans 10 heures. J'aurais dû dormir, mais je savais que ce serait impossible. Pour trouver Sandrine Petit, j'attrapai mon téléphone. Les dossiers d'anciens personnels figuraient dans les archives de l'hôpital, théoriquement confidentiels, mais pas pour quelqu'un ayant accès au système technique. Avec les informations complémentaires de Jean-Pierre, je la trouvai, Sandrine Petit, 28 ans, travaillait actuellement dans une clinique privée. Son adresse se trouvait dans le quartier de la Joliette, au nord de Marseille. Métro. 25 minutes. Je sortis. La Joliette offre au nord la vue sur le port, d'anciens entrepôts reconvertis en bureaux, de petits cafés dans des ruelles étroites. La clinique où travaillait Sandrine se trouvait au rez-de-chaussée d'un bâtiment modeste. Je voulus demander Sandrine Petit à la réception, mais j'hésitai. Arriver sans prévenir, était-ce une bonne idée? Mais si j'appelais avant, viendrait-elle quand même? J'entrai. Je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Petit, dis-je. C'est professionnel ou personnel? Personnel. Urgent. 5 minutes plus tard, j'étais en face d'elle dans une petite salle. Sandrine Petit, 28 ans, mais des yeux bien plus vieux que son âge. Des cheveux châtains relevés en chignon, une blouse de clinique, une expression prudente sur le visage. Vous êtes qui? Isabelle Renard. Infirmière au service de cardiologie de l'hôpital Sainte-Marguerite. Son visage changea. Légèrement, presque imperceptiblement, mais il changea. Asseyez-vous. Je m'assis. Je lui racontai tout directement. La nuit précédente. Monsieur Leblanc. Les registres effacés. L'adaptateur. La liste de Jean-Pierre. Sandrine écouta, le visage de Pierre. Elle ne s'étonna pas, ne pleura pas, ne posa aucune question. Elle se contenta de regarder. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Dit-elle quand j'eus terminé. Tout. Qu'est-ce que vous savez sur le docteur Vidal? Un long silence. Elle regarda par la fenêtre. On entendait au loin le son d'un bateau venant du port. Je travaillais en oncologie, dit-elle finalement. Il y a 1 an. Le docteur Vidal venait parfois chez nous pour des cas avec un protocole partagé entre la cardiologie et l'oncologie. Occasionnellement. Et une nuit, vers 2 heures du matin, je l'ai vu dans la chambre d'un patient. Ce patient n'était pas un cas commun. Le nom de Vidal n'apparaissait pas dans son dossier. J'étais entré dans la chambre pour administrer des médicaments. Et le docteur Vidal était là. Il injectait quelque chose dans la ligne de perfusion. Il injectait quoi? Je ne sais pas. Quand j'ai demandé, il a dit supplément de routine. J'ai dit c'est hors protocole? Il a répondu non, ce patient est particulier, je vais noter ça. Elle croisa les mains. Le lendemain, j'ai consulté le dossier du patient. Il n'y avait aucune note. Et ensuite vous avez été voir le chef de service? Oui. J'ai tout raconté. 1 semaine plus tard, mon évaluation professionnelle a eu lieu. Inadaptation et lacunes dans la relation avec les patients, c'est ce qu'on a sorti. 2 semaines après, mon contrat était résilié. Mes poings se serrèrent. Ce n'est pas juste. En France, la justice est un grand mot. Un sourire amer. Surtout quand il s'agit de médecins prestigieux. Sandrine, vous pourriez témoigner avec moi? Cette fois, il y a des preuves. La liste de Jean-Pierre, l'adaptateur que j'ai trouvé, le témoignage de Monsieur Leblanc. Isabelle. Elle haussa la voix. J'ai parlé 1 fois. J'ai perdu mon emploi. Aucun grand hôpital de Marseille ne m'a reprise. Je travaille dans cette clinique au salaire minimum. Je n'ai pas de logement, j'habite chez ma mère.
Et vous me demandez de parler à nouveau. Je me tue. Vous avez déjà été prête à tout perdre, dit-elle. Pas la carrière, tout. La sécurité, l'avenir, la réputation. Tout d'un coup? On ne peut pas répondre à ça. Parce que la réponse honnête, c'est non. Mais, dis-je finalement, si personne ne parle, que va-t-il arriver à ces personnes? À Monsieur Leblanc. À Monsieur Rémy. Au prochain patient. Sandrine me regarda. Longuement, profondément. Je vais vous donner quelque chose, dit-elle. Elle se leva, ouvrit un tiroir. En sortit une enveloppe. Ce sont des notes vocales que j'ai enregistrées cette nuit-là dans la chambre. J'avais l'habitude de garder mon téléphone en poche, pour avoir tout en mémoire. Ce n'est pas parfait. C'est bruité. Mais il y a la voix de Vidal dedans. Elle posa l'enveloppe sur le bureau. Vous pouvez la prendre. Mais je ne peux pas faire de déclaration officielle. Pas encore. Je pris l'enveloppe. Je comprends. Merci. Isadelle. Elle m'interpella à la porte. Faites attention. Le docteur Vidal est très puissant. Mais le vrai danger, ce n'est pas lui. Je me retournai. Le vrai danger, c'est qui? Le directeur de l'hôpital, le docteur Armand Leclerc. Et c'est lui que Vidal utilisera pour vous arrêter. Le directeur. Le sommet de l'hôpital. Il était 16 heures. Je sortis de la clinique. Je me perdis dans les rues. Marseille était chaude en fin d'après-midi, l'odeur de poisson et les gaz d'échappement se mêlaient, les ruelles descendant vers le vieux port grouillé de touristes. Mais je ne voyais rien de tout cela. Je ne faisais que réfléchir. Registres effacés. Intervention nocturne. Matériel d'oncologie. 8 patients. L'enregistrement audio de Sandrine. La liste de Jean-Pierre. Pris séparément, tout cela restait flou. Mais mis bout à bout? Mis bout à bout, tout cela disait quelque chose. Et je ne voulais pas entendre ce que ça disait. Mais je devais l'entendre. Avez-vous jamais été dans cet entre-deux, savoir une chose, et ne pas être sûr de vouloir la savoir? Cet instant ambigu, sombre, où savoir fait mal, mais ne pas savoir est encore plus dangereux? Écrivez-le dans les commentaires. Mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Oui? Mademoiselle Renard. Voix d'homme. Basse. Posée. Pardonnez-moi de vous déranger. Je suis le docteur Fabien Corré, du laboratoire de biochimie. Ce matin, on a déposé un adaptateur de perfusion pour analyse. Je m'arrêtai. Je n'avais pas envoyé d'adaptateur en analyse. Monsieur, je sais. Ce n'est à vous qui l'avez envoyé. C'est Jean-Pierre Morel. En votre nom. Jean-Pierre. Et alors, mademoiselle Renard, dit le docteur Corré, sa voix plus basse encore, la surface intérieure de cet adaptateur contient une substance qui n'est pas présente dans la composition standard des perfusions. Un dépresseur cardiaque. Selon le dosage, il peut provoquer des troubles du rythme. Les mains ne tiennent plus le téléphone. Mais il faut tenir. Vous êtes certain? L'analyse n'est pas terminée. Il me faut encore 24 heures. Mais les résultats préliminaires sont clairs. Il s'arrêta. Mademoiselle Renard, je n'ai pas consigné officiellement qui a demandé cette analyse. Pas encore. Mais si c'est confirmé, c'est grave. Très grave. Docteur Corré, n'en parlez à personne. Pas encore. Je comprends. Mais demain matin, les résultats seront prêts. Et à partir de là, j'ai une obligation de signalement. Je sais. On se parle demain. Je raccrochai. Mes pieds s'étaient transformés en pierre. Je m'assis sur un banc face au port. Devant moi, la mer. Au-dessus, le soleil. Mais à l'intérieur, de la glace. Un dépresseur cardiaque. Une substance provoquant des troubles du rythme. La bradycardie de Monsieur Rémy. Ce que Monsieur Leblanc avait vécu cette nuit-là. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un crime. Il était 21h45. Je pris ma garde du soir pile à l'heure. Au vestiaire, en me changeant, j'immobilisai mes mains. Je me regardai dans le miroir.
que ferais-je cette nuit? Le docteur Vidal était dans cet hôpital. Peut-être qu'il marchait dans les couloirs en ce moment même. Peut-être qu'il entrait dans la chambre d'un patient. Peut-être qu'il se penchait sur une ligne de perfusion. Et moi, je savais quelque chose, mais ma preuve n'était pas encore complète. J'allais au poste infirmier. Vérifier les entrées dans le service. Qui était là cette nuit, quel médecin était présent, quel patient occupait quelle chambre. Et je trouvais. À 23 heures, une entrée au service enregistrée au nom du docteur Vidal. Portée comme visite de routine. Quel patient? Chambre 614. Monsieur Leblanc. À nouveau. Je sortis dans le couloir. Me diriger vers la 614. Laisser la porte entrebâillée. À l'intérieur, Monsieur Leblanc dormait. Moniteur normal. Pouls à 74. Oxygène à 97. Mais je ne partis pas. J'attendis dans l'entrebâillement. 22h58, l'ascenseur s'ouvrit. Quelqu'un marchait à grands pas assurés. Blouse blanche. Stéthoscope. Main jointe devant lui. Le docteur Étienne Vidal. Il avançait. Droit, calme, comme s'il allait faire une simple visite de routine. Chambre 612. Chambre 613. Et chambre 614. Il s'arrêta. Sa main se tendit vers la poignée. Je me mis en travers de son chemin. Docteur Vidal. Il se retourna. Une seconde, une seule seconde, quelque chose brilla dans ses yeux. Pas de la surprise. Du calcul. Mademoiselle Renard. Que faites-vous dans ce couloir à cette heure-là? Ma garde. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Une visite. Monsieur Leblanc n'est pas votre patient. Son suivi cardiologique est assuré par le docteur Arnaud. Un sourire léger. Froid. Solidarité confraternelle. Je passe vérifier, c'est tout. À 23 heures. Un patient avec des antécédents cardiaques m'inquiète. Je fis un pas. J'étais devant la porte, lui bloquant l'entrée. Docteur Vidal, Monsieur Leblanc m'a raconté votre visite de la nuit dernière. Non déclaré. Le rêve d'un vieux monsieur dans l'obscurité. Une anomalie du rythme est consignée dans le moniteur. Exactement à cette heure-là. Son visage ne bougea pas. Mais les rouages du calcul tournaient dans ses yeux. Isadelle, dit-il. Sa voix portait un avertissement. Tu es une jeune infirmière. Une bonne. Ce genre d'accusation, ça peut coûter très cher en termes de carrière. Je sais. Je ne reculais pas, mais mes patients sont dans ce service. Et je vais les protéger. Il me regarda. Long regard, froid. Puis il se retourna. Refit ses pas en arrière. Alla vers l'ascenseur. Les portes se fermèrent. Il partit. Mais il ne partit pas vraiment. Je le savais. Il reviendrait demain. Mais cette fois, une arme serait prête. Avez-vous déjà fait la bonne chose et senti quand même vos mains trembler? Avez-vous déjà lu dans les yeux de quelqu'un à la fois une menace et du respect? Écrivez-le dans les commentaires. Je passai la nuit. À 6 heures du matin, la garde se termina. J'appelai le docteur Fabien Corré. L'analyse est-elle prête? Oui. Et Mademoiselle Renard, c'est confirmé. L'adaptateur contient un dépresseur cardiaque. Un dérivé de l'adénosine. À dose non contrôlée, les troubles du rythme sont certains. Je raccrochai. Maintenant, j'avais une preuve. Maintenant, que ferais-je? Mercredi midi. 13h30, le bloc administratif de l'hôpital Sainte-Marguerite, 8e étage. Dans l'ascenseur, je déglutis. Sous le bras, le rapport préliminaire du docteur Corré, la liste de patients de Jean-Pierre et la copie de l'enregistrement audio de Sandrine. Le secrétariat du directeur était une grande pièce froide. Blanche, stérile, impersonnelle. Au mur, la photo de fondation de l'hôpital et des plaques de récompense. Vous avez rendez-vous? Dit la secrétaire. Non. Mais c'est urgent. J'ai un rapport de biochimie attestant qu'un dépresseur cardiaque a été introduit dans la perfusion d'un patient. Elle prit le téléphone. 3 minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Le docteur Armand Leclerc, 60 ans, forte carrure, cheveux argentés.
Un visage d'autorité, vaste, calme et froid. Il frappa le bureau de ses paumes. Asseyez-vous. J'expliquai tout. La visite nocturne à Monsieur Leblanc. Les registres effacés. L'adaptateur. Le rapport de biochimie. La liste de Jean-Pierre. Sandrine Leclerc écouta sans que son visage ne change une seule fois. Point. De quoi disposez-vous exactement ? Dit-il finalement. Point. L'analyse préliminaire de biochimie. Une liste de noms officiels. Et un enregistrement audio sur téléphone portable. Une analyse préliminaire. Des noms sur un document non officiel. Et un enregistrement de poche. Il s'appuya sur le bureau. Le docteur Vidal fait vivre cet hôpital depuis 19 ans. Notre service de cardiologie est le meilleur du sud-est de la France. L'an dernier, 1200 opérations du cœur. 94 vies sauvées. Mais si ces patients, le composé d'adénosine est utilisé dans certaines procédures cardiaques. Sans rapport officiel finalisé et signé par un expert, je ne peux rien faire. Quand sera-t-il prêt ? 48 heures. Et si une intervention a lieu pendant ce délai ? C'est sous la surveillance du service. Je suis le service. Je vois. Mais je n'ai pas le pouvoir d'agir seul. Point. Et le licenciement de Sandrine Petit ? Décision administrative. Cela me dépasse. Son regard se fit froid. Mademoiselle Renard, vous êtes bien intentionnée. Mais ces accusations ont des conséquences juridiques et professionnelles. Si vous vous trompez. Je ne me trompe pas. Et si vous ne bougez pas, j'irai à la police. Il me regarda longuement. Point. Vous voulez détruire cet hôpital ? Non. Je veux protéger mes patients. Il se rassit lentement. Attendez 48 heures. Que l'analyse soit finalisée. Ensuite, les canaux officiels. Je sortis. Dans l'ascenseur, je regardai le miroir. Visage tendu. Yeux humides. Je venais de me heurter au système. Et le système m'avait repoussé. Point. Mais sur le visage de Leclerc, je n'avais pas vu de la peur. J'avais vu du calcul. Il savait quelque chose. Et au lieu d'agir, il choisissait de gérer. Point. Pourquoi ? Avez-vous jamais fait ce qu'il fallait, et pourtant le système a essayé de vous arrêter ? Avez-vous jamais été accusé parce que vous demandiez justice ? Écrivez-le dans les commentaires. Point. À la cafétéria, Jean-Pierre m'attendait. Point. 48 heures, dis-je. Point. Son visage se crispa. C'est largement suffisant pour Vidal. Il peut nettoyer tous ses documents dans ce délai. Mais j'ai quelqu'un. Le professeur Marc Fontaine. Chef de l'éthique médicale à Montpellier et membre indépendant du comité de contrôle du ministère de la Santé. S'il intervient, le ministère ouvre sa propre enquête, sans attendre Leclerc. Pourquoi nous aiderait-il ? Parce que son épouse a été opérée ici il y a 4 ans. Par Vidal. Elle a eu des complications. Pacemaker permanent. Il soupçonne Vidal depuis ce jour. Mais il n'avait pas de preuves. Jusqu'à ce soir. Point. À 19h30, quartier Cours-Julien. Un petit bistrot tranquille, vieille pierre, ampoule jaune, jazz discret. L'endroit des habitants, pas des touristes. Point. Le professeur Marc Fontaine, 57 ans, grand, lunettes, regard qui portait à la fois la sagesse et la douleur. Point. Jean-Pierre m'a tout expliqué. J'ai même vu le rapport de biochimie, il me l'a envoyé par fax. Il ôta ses lunettes. Il y a 4 ans, mon épouse a été opérée ici. Vidal a opéré. Puis les complications. Puis un trouble du rythme inexpliqué. Puis le pacemaker. J'ai examiné son dossier pendant des années, mais Vidal efface bien ses traces. Mais maintenant ? Maintenant il y a une trace. L'adaptateur. Le rapport de biochimie. Les 8 patients. L'enregistrement de Sandrine. Il plissa les yeux. Et ce n'est pas la première fois. Dans un autre hôpital, des années avant, le même schéma de complications existait déjà. Cet hôpital a fermé. Vidal est venu ici. Et il a continué. Je me figeai. Ce n'était pas seulement cet établissement. C'était quelque chose de bien plus long, bien plus profond. Point. Pour déclencher le contrôle ministériel, il me faut un signalement officiel de votre part.
Si je le dépose? Dans les 24 heures, enquête d'urgence. Vidal suspendu. Accès au service coupé. Et pour moi? Il me regarda droit dans les yeux. Le processus ne sera pas facile. Leclerc s'y opposera. Les avocats de Vidal interviendront. Mais vous ne vous trompez pas. Et le système finit par reconnaître ceux qui ont raison. À 21 heures, je montai au 6e étage. Chambre 614. Monsieur Leblanc lisait, Jules Verne, une vieille édition. Il ferma le livre dès qu'il me vit point. Je t'attendais. Je lui racontai tout. Il écouta sans m'interrompre point. Accepteriez-vous de témoigner, monsieur? Que fera la partie adverse? Elle dira que vous êtes un homme âgé, sous médicaments, qui confond rêve et réalité. Il rit. Un rire profond, solide point. J'ai conçu des ponts pendant 37 ans. Je ne crois avoir les choses, je les vois. Il tendit la main. Donnez-moi ce papier. Je signe. Ma gorge se noie. Merci. Non. Il serra ma main fort. Tu as allumé une lumière dans l'obscurité. Moi, j'ai juste suivi. À 23h30, au poste infirmier. Le formulaire de déclaration officielle devant moi. J'écrivis. Chaque phrase, un choix. Honnêtement, sans rien omettre, sans peur. Je terminai. Je signai point et la porte s'ouvrit point. Le docteur Étienne Vidal. Sans stéthoscope. Sans masque de médecin. Juste un homme. Fatigué. Tendu. Et qui savait point. On m'a informé du rapport. Et du dîner avec Fontaine. Il fit un pas, Isabelle, arrête ça. Je ne peux pas, tu n'as pas encore envoyé la déclaration. J'ai signé. Son visage changea point. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es engagé. Ce n'est pas simplement arrêter un médecin. C'est ébranler tout un système. Ta carrière est finie. Peut-être. J'ai accès à toutes les portes de ce système. Froid. Net. Une menace. Je me levai point. Docteur Vidal. Monsieur Leblanc a signé. Sandrine a fourni son enregistrement. Jean-Pierre a remis sa liste. Et moi, j'ai signé. Nous sommes 4. Vous êtes seul. Je le regardai dans les yeux point. Vous vouliez effrayer la meilleure infirmière de cet hôpital? Je marche dans ces couloirs depuis 4 ans. Chaque nuit. Seul. Je sais ce qu'est la peur. Mais cette nuit, je n'ai pas peur. Long silence point. Elle se retourna. Il partit point. Je pris une grande inspiration point. 10 minutes plus tard, le téléphone sonna point. Numéro inconnu. Une voix de femme. Brisé point. Mademoiselle Renard? Je suis Madame Éloise Vidal. L'épouse du docteur Vidal. Je ne pouvais plus respirer point. Je vous appelle parce que mon mari est rentré ce soir. Et j'ai tout entendu. Et je ne peux plus me faire taire. Je sais ce qu'il faisait. Depuis des années. Et je me suis tue. Parce que j'avais peur. Mais maintenant, à force de me taire, je meurs de l'intérieur. L'arme la plus inattendue de cette bataille venait de l'endroit le plus inattendu. Jeudi matin. 7 heures. Par ma fenêtre, le port de Marseille. Mon café avait refroidi, mais je le bus quand même. Je n'avais pas dormi. Mais mes yeux étaient ouverts. Mon esprit, net. Le téléphone sonna. Le professeur Fontaine. J'ai reçu la déclaration. À 8 heures, la commission ministérielle est opérationnelle. Contrôle d'urgence en cours. Combien de temps? L'enquête durera des semaines. Mais l'accès de Vidal au service est coupé ce matin. Un silence. Et Éloise Vidal m'a appelé hier soir. Elle est prête à témoigner. 5 ans. Elle savait depuis 5 ans. Et elle avait gardé le silence. Pourquoi maintenant? Parce que tu as parlé. Parce que 4 personnes ont parlé. Et elle a compris qu'elle ne serait plus seule. Parfois une seule voix suffit. Parfois, quand quelqu'un montre le chemin, d'autres osent suivre. À 8h30, dans le hall de l'hôpital, 2 personnes attendaient, costume sombre, badge ministériel.
Le directeur Leclerc était là aussi. Visage gris, mains jointes. Il me vit. Nos regards se croisèrent. Ni colère ni reproche. Juste une compréhension silencieuse. Il inclina légèrement la tête, un geste infime, presque imperceptible. Comme une approbation tardive. En salle de réunion, le docteur Hélène Garnier présidait la commission, une femme d'une 50aine d'années, cheveux courts, regard acéré. Jean-Pierre, le docteur Corré et le professeur Fontaine étaient déjà là. La porte s'ouvrit. Sandrine Petit entra. Je ne m'y attendais pas. Je suis venue pour une amie, dit-elle, la voix tremblante mais le regard droit. Quand j'ai parlé il y a 1 an, j'étais seule. Toi, tu ne le es pas, elle s'assit. Moi aussi, je témoigne. Aujourd'hui. Puis la porte s'ouvrit à nouveau. Monsieur Leblanc. En fauteuil roulant, dos droit, yeux vifs. Un ingénieur ne laisse pas un chantier inachevé, dit-il simplement. Je ris. Pour la première fois ce jour-là, je ris vraiment. La réunion dura 3 heures. Je racontai tout, calmement, dans l'ordre. Jean-Pierre présenta sa liste. Le docteur Corré expliqua le rapport. Sandrine remit l'enregistrement. Monsieur Leblanc raconta sa nuit. Le professeur Fontaine exposa 4 années d'observation et le dossier de son épouse. Puis la porte s'ouvrit une dernière fois. Éloise Vidal. La salle se tut. Tout le monde savait qui elle était. Une femme d'une 50aine d'années, élégante, épuisée. Les mains tremblaient, mais sa démarche était déterminée. Madame Vidal, vous n'étiez pas obligée d'être là, dit le docteur Garnier. Je sais. Mais je voulais l'être. Elle s'assit. Je suis venue raconter ce que j'ai appris en 5 ans. Et elle raconta tout. La première fois qu'elle avait entendu parler d'un patient en complications. Son mari qui répondait, processus de routine. Puis une 2e fois, une 3e. Le carnet trouvé dans son bureau, avec des noms, des dates, des dosages. Qu'avez-vous fait quand vous avez trouvé ce carnet? Je l'ai remis à sa place. Les larmes lui vinrent. Et j'ai essayé d'oublier. Parce que j'avais peur. Et parce que je voulais croire en lui. En 22 ans de mariage. En nos enfants. Silence dans la salle. Mais hier soir, il est rentré. Son visage était différent. Et il m'a dit, une infirmière a tout fait s'effondrer. À ce moment-là, j'ai compris, quelqu'un avait fait ce qu'il fallait. Moi, je n'avais pas pu. Mais maintenant, ce n'est plus le moment de se taire. Mes yeux se remplirent de larmes. Je ne pus les retenir. La réunion prit fin. Le docteur Garnier se leva. Le docteur Vidal est suspendu de toute fonction clinique à compter d'aujourd'hui. Enquête officielle ouverte. Charge retenue, intervention médicale intentionnelle, mise en danger de la sécurité des patients, destruction de documents. Leclerc est inclus dans l'enquête pour suspicion de rétention d'informations. Elle me regarda. Mademoiselle Renard, vous avez appliqué chaque procédure de façon irréprochable. Elle s'arrêta. Et le ministère met en place un mécanisme de protection légale pour les soignants effectuant ce type de signalement. Je sortis dans le couloir. Regardez le port par la fenêtre. La mer scintillait sous le soleil. Jean-Pierre, Sandrine, Monsieur Leblanc, le professeur Fontaine vinrent l'un après l'autre se placer à mes côtés. Personne ne dit rien. Ils restèrent simplement là. Avez-vous jamais vécu ce moment, vous croyez seul, et des gens se tenaient debout à vos côtés? Écrivez-le dans les commentaires. L'après-midi, Vidal fut entendu par la commission. D'abord, il nia. Puis l'avocat arriva. Puis la déposition d'Éloise fut lue. Puis l'enregistrement. Puis le rapport de biochimie. Jean-Pierre m'appela. Il a avoué en partie. Administration hors protocole. Il a dit expérimental, sans en informer les patients. Il a nié l'intention, mais a reconnu la substance. C'est suffisant juridiquement? Pour commencer. Le parquet prend le relais. Je montai au 6e étage. Chambre 614. Monsieur Leblanc regardait le port. C'est fini, dit-il en se retournant. Ce n'est pas fini. Mais ça a commencé. C'est suffisant? Pour l'instant. Oui.
Il s'assit. Isabelle, pourquoi tu n'as pas abandonné? Les gens abandonnent. Ils s'épuisent, ils ont peur. Toi, non. Pourquoi? Je réfléchis longuement. Parce que chaque nuit dans ces couloirs, tu tiens la vie de quelqu'un entre tes mains. Ce poids, une fois ressenti, on ne l'oublie plus. Et avec ce poids vient la vraie responsabilité. Pas les protocoles, la vraie. Savoir que cette personne est là, vulnérable, qu'elle te fait confiance. Je m'arrêtai. Et si je lâche, qui porte cette confiance à ma place? Ses yeux brillèrent. Mon fils est médecin, à Bordeaux. Je lui dis toujours, la technique ne suffit pas. Reste humain. Toi, tu le sais déjà. Ce soir-là, la responsable infirmière en chef, Madame Bernard, me reçut dans son bureau. Petite pièce chaleureuse, photos, fleurs, odeur humaine. Je sais ce que vous avez fait cette semaine. Et je voulais vous féliciter. En tant qu'être humain, pas officiellement. Elle s'arrêta. Il y a 25 ans, j'étais à votre place. Même choix. Et moi, je me suis tue. Parce que j'avais eu peur. Ses yeux se posèrent sur ses mains. Vous avez parlé. Moi, je n'ai pas pu. C'est pour ça que ces félicitations comptent tant. Elle se pencha. Il y a aussi une proposition. Le ministère crée une unité de sécurité des patients ici. Indépendante. Reportant directement au ministère. Voudriez-vous en être la première coordinatrice? Je me figeai. Je suis infirmière. Pas coordinatrice. Et une coordinatrice de sécurité doit être infirmière. Elle connaît la clinique, les patients, le système. Mais elle doit aussi être courageuse, honnête, indépendante. Elle sourit. Cela vous correspond. Les larmes me montèrent aux yeux. Vous portiez déjà cette responsabilité, Isabelle. On lui donne juste un nom. En rentrant ce soir-là, le long du vieux port, les mouettes au-dessus de moi, je réfléchis. Cette semaine, qu'avais-je perdu? Du sommeil. La sécurité. Un peu de naïveté. Que avais-je gagné? Jean-Pierre. Sandrine. Monsieur Leblanc. Le professeur Fontaine. Éloise Vidal. Et Madame Bernard. J'avais commencé seule. Je n'avais pas terminé seule. Un mois plus tard, mars. Le printemps arriva sur Marseille, les acacias en fleurs sur le bord du port, les cafés dehors, les rues réchauffées. Une procédure judiciaire fut ouverte contre Vidal. Charge, intervention intentionnelle, mise en danger des patients. Sa position ne le sauva pas, cette fois, les preuves étaient là. Leclerc fut blanchi de participation active, mais prit une retraite anticipée. Sans sa carrière dans les bras, avec sa conscience. Sandrine reçut une lettre d'excuse officielle. Et une offre, rejoindre la nouvelle unité comme infirmière spécialisée. Elle accepta. Jean-Pierre reçut une attestation de courage institutionnel, officielle, ministérielle. Monsieur Leblanc fut libéré. En franchissant la porte, il se retourna. Mademoiselle Renard. Mes ponts tiennent toujours. Je vous souhaite que les vôtres tiennent aussi. Un ingénieur jusqu'au bout. Désormais, dans cet hôpital, une infirmière, un technicien, un patient, n'importe qui voyant quelque chose, avait un endroit où aller. Indépendant. Sûr. Protégé. Cette histoire n'est pas seulement l'histoire d'un hôpital. C'est l'histoire de la façon dont, quand une voix s'élève, d'autres se rassemblent. C'est l'histoire du caractère assagé de la solitude. C'est l'histoire du courage qui se transmet. Je suis Isabelle Renard. Il y a 4 jours, j'étais seule à une garde de nuit. Dans un escalier, j'ai trouvé un petit bout de plastique. Et j'ai décidé de poser des questions. Aujourd'hui, 8 patients sont en sécurité. Un système a changé. Et dans le couloir, il y a 4 personnes debout à mes côtés. Parfois une seule personne suffit. Peut-être qu'aujourd'hui, cette personne, c'est toi.